Bonjour, bonjour et bienvenue Nicolas Marty, bonjour. Bonsoir Thierry. Alors, vous êtes le suppléant de Nathalie Cogia. Nathalie Cogia, on le rappelle, est soutenue par Stéphane Vogetta, député sortant invalidé, et Renaissance. Alors, merci déjà d'avoir répondu à notre invitation. Je le rappelle qu'au cours de ces derniers jours, nous avons reçu bien entendu les différents candidats avec qui j'ai la chance de pouvoir avoir des interviews à la fois en présentiel et en distanciel. Et il me semblait normal aujourd'hui de pouvoir donner également la parole à leurs suppléants dont vous faites partie, je viens de le dire à l'instant. L'objectif est que vous puissiez bien entendu nous expliquer à la fois votre rôle, la fonction que vous comptez jouer et évidemment si votre candidate est élue. Avant ça, je rappellerai que ce programme est rendu possible grâce au soutien de nos partenaires et sponsors, Cafimo Portugal et Opticalia Campo de Ourique à Lisbonne, que nous remercions pour leur confiance. Et bien entendu, vous pouvez retrouver cet épisode sur Spotify, Deezer et YouTube en version vidéo. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien, Nicolas Marty, je vais vous demander de vous présenter, de nous dire, bien entendu, qui vous êtes, de nous parler un peu de votre parcours. Je pense que vous avez un parcours qui est très intéressant, très riche. Si je lis votre biographie, et puis à la fois sur l'aspect, nous parler un peu de l'aspect entrepreneurial, mais aussi social. Allez, vous allez nous expliquer tout ça. Alors, qui est Nicolas Marty ? Qui est Nicolas Marty? D'abord, merci beaucoup Thierry pour cette invitation et pour tout le travail que tu fais durant cette campagne. Je pense que ça éclaire énormément nos concitoyens de la circonscription pour faire leur choix. Alors, qui suis-je? Nicolas Marty, je suis marié, je suis père de 3 enfants, 3 jeunes filles. 20 ans, qui est étudiante à Lyon, une jeune fille de 12 ans qui est au lycée français de Barcelone et une plus jeune fille de 7 ans qui est dans une école concertada, donc une école semi-publique également à Barcelone. Donc j'ai un petit peu tous les âges et toutes les situations. L'école de commerce, avec les difficultés que l'on a quand on habite à l'étranger pour faire en sorte que l'enseignement de nos enfants se passe bien en France. Le lycée français, avec toutes les problématiques que l'on connaît, et puis une concertada, où là, on est complètement dans le local, avec toutes les joies que ça procure. Ça, c'est la partie privée. Je ne parle pas de bolognaise, de cuisine, de choses comme ça. On aura le temps à un autre moment. Non, mais si, moi j'attends justement qu'on aborde le sujet de la bolognaise, parce que on va quand même l'expliquer quand même à nos auditeurs qu'il y a quelques minutes, quand je vous ai demandé si vous étiez prêt pour qu'on puisse réaliser cette interview, vous m'avez dit pas du tout. Donc le premier quand même à me sortir ça, pas du tout. Je suis en train de faire la préparation de ma bolognaise. Alors donc, on va peut-être laisser la politique de côté. On va arrêter de parler de vous, mais vous allez nous parler par contre de votre spécialité. Comment faites-vous la bolognaise? Voilà. C'était ce que vous vouliez entendre. C'était ce que vous vouliez entendre, hein, Nicolas Marty, hein, je précise. De laurier, voilà. Bon, on mettra la recette dans les notes. Bon, alors ça c'était le côté un peu privé, le côté plus perso. Donc je suis chef d'entreprise. J'ai commencé ma carrière, j'ai toujours travaillé dans le tourisme. J'ai été d'abord consultant en politique culturelle et touristique pour les collectivités locales en France. Donc je travaillais pour les villes, les départements, les régions. Et puis ensuite, j'ai décidé de partir de France. J'adore la France, j'étais très bien, mais j'avais juste envie de découvrir autre chose. Et j'ai trouvé une offre d'emploi pour aller travailler à Prague, en République tchèque. J'avais 26 ans et je me suis lancé. Je suis parti en bus, j'ai traversé la frontière. À l'époque, il n'y avait pas les low cost, il n'y avait pas tout ça. Quand on parlait de la République tchèque, on a l'impression qu'on était en train de parler du bout du monde. Ah oui. Et je me suis c'était presque encore à l'époque le bloc de l'Est. Donc, c'était le bloc de l'Est, c'était pas Schengen, il y avait tellement de choses qui étaient différentes. C'était différentes. Mais vous aviez des origines qui vous liaient à la Tchéquie? Pas du tout. Non, pas du tout. En fait, comment vous avez fait au niveau de la langue? Parce que quand on voit la langue, que ce soit le tchèque, le hongrois ou toutes les langues d'Europe centrale, faut se lever de bonne heure pour comprendre. Alors là, vous l'entendez pas trop à cause de la caméra, mais en fait, je suis complètement quadrilingue, allemand, anglais, espagnol, français, donc je me suis parfaitement adapté. Non, c'est pas du tout vrai. Je me suis débrouillé avec mon français, français scolaire, quelques mots au début, et puis après je me suis lancé. Et puis il faut savoir, ça c'est une discussion que j'ai régulièrement avec des jeunes quand ils me disent ouais c'est compliqué l'emploi. Je leur dis mais partez, allez vivre autre chose si vous êtes bloqué en France. Oui, partez, mais qu'on aille le vivre en zone américaine, en zone anglaise ou en zone espagnole,
bon, ou allemande, on est dans, ou italienne, on est dans une compréhension facile. Là, on est avec des langues où effectivement la Ouais, mais barrière en fait, totalement. Donc alors, là, vous étiez vraiment pas ouais, évident. Donc, alors en fait, belle les Tchèques, expérience. évidemment, parlent tchèque et souvent allemand et anglais, mais en fait, nos interlocuteurs professionnels ce sont des Allemands qui étaient installés en République tchèque, des Espagnols en D'accord. République tchèque, des Anglais en Donc, vous avez République pu vous tchèque. débrouiller. Donc en fait, on se débrouille. Voilà, tout à Et fait. là, et Donc là, donc, vous avez monté une agence de voyage, en fait, c'est ça, avec un but c'est bien ça, particulier. Ouais. Et donc, au exactement. fur et à Donc mesure que nous vous avez, organisons donc, ouais, Ouais, nous organisons des événements pour des entreprises, à savoir des ouais, voyages de motivation, des voyages de récompense, des congrès, des lancements de produits, des réunions de travail pour les laboratoires pharmaceutiques. Voilà, donc d'accord. nos grands clients, c'est l'automobile, la distribution, les banques, les assurances. Donc j'ai Oh ouvert là ce là. bureau en 2006. Voilà, Ouais. donc c'est déjà une aventure, mais quand on est sur place, en fait, on s'en rend pas vraiment compte parce qu'on est pris un peu dans le quotidien. Mais vu de l'extérieur, ça peut paraître une Puis là, vous aventure. l'avez ouvert Voilà. dans pas mal de pays, parce que j'ai vu qu'effectivement, bah, l'Europe centrale, en fait, bah, vous l'avez un peu, on va pas dire colonisé, mais en tout cas, bah, vous êtes parti en Roumanie, vous êtes parti en Hongrie, vous êtes étendu un petit peu en dehors des frontières Alors, Thierry, propres de la Tchéquie. alors, je dirais pas du tout colonisé, hein, mais en effet, on s'est étendu, on s'est implanté. Donc, on est parti en Roumanie, qui est un pays extraordinaire où j'aime beaucoup passer du temps pour les événements et pour les vacances d'ailleurs aussi. Et puis, on est ouvert maintenant en Autriche, en Suède, en Slovénie, en Croatie, Belgique, Pays-Bas, Grèce, France Donc voilà, et alors, Espagne sur une autre partie de notre business. On a également ouvert une entité. On a commencé à Barcelone où je suis implanté évidemment, et puis après, on est dans le process d'ouverture, mais sur un produit très spécifique cette fois-ci. donc on a compris que Et puis, Nicolas Marty était le représentant de l'Office du tourisme à la fois de Roumanie et de l'ensemble des différents pays. Et donc, en fait, maintenant, on va parler de l'Espagne. Donc, l'Espagne, vous y êtes arrivé quand après avoir passé pas mal de temps en Europe centrale? 14 ans en Europe 14 centrale. ans. Je venais régulièrement à Barcelone pour le travail. Voilà, j'avais pas une affinité particulière pour Barcelone. Et en 2018, on s'est posé la question de faire grandir les enfants, leur faire découvrir autre chose. Donc On avait aussi envie de là vous soleil. installez. Voilà. Et donc, on décide de venir s'installer à Barcelone en 2018 et on découvre Barcelone à ce moment-là. Voilà. Et puis, on se lance dans la vie locale. Et on remet tout à zéro parce que repartir sur un nouveau pays, en fait, c'est compliqué pour les banques, pour les assurances, le système de santé. C'est des questions dont on va parler après. C'est des questions politiques, en fait, tout ça. On parle de l'Europe, qui est une chose formidable. Beaucoup de choses ont déjà été faites. Maintenant, il y a encore beaucoup de choses à, Il beaucoup de n'y a choses à pas faire. Donc, d'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie et ça, c'est une chose que l'on ah, vit malheureusement. En tout cas, c'est c'est ça. Ça manque un compliqué. peu d'harmonie. Ça manque encore un peu d'harmonie, tout à fait. Donc voilà, donc on a bien compris effectivement. Alors moi je sais que depuis que vous êtes à Barcelone, euh, évidemment l'aspect entrepreneurial on vient de l'évoquer, vous avez aussi un aspect social que vous avez Oui, développé pendant et après le Covid. tout à fait. Donc j'aimerais que vous puissiez Tout en à fait. parler un petit peu quelques instants. Tout à fait. Donc, en fait, 2018, on s'installe. 2020 arrive le Covid. Donc, Ouais. moi, j'avais vraiment, j'ai toujours le nez creux pour les bonnes choses. Je me souviens encore être en train de discuter avec un client en février 2020 et lui dire non, mais cette histoire de grippe, ça va durer quelques semaines. Mars D'accord. arrive, on est parti sur 2 ans de fermeture. Voilà, j'étais bien malin. C'est bon, vous êtes Fallu visionnaire. que- Ah oui, complètement, Ouais. exactement. Je ne vais pas vous donner mes pronostics pour cette élection. Non, non, d'ailleurs, Euh, je ne vais pas vous poser une certaine c'est question ça. non plus, parce que C'est peut-être mieux. j'avais une des C'est peut-être questions en mieux. disant comment vous pensez dans 5 ans, donc c'est peut-être pas la peine. Celle-là, je vais Non, l'oublier. non, non, Ouais. non, non, c'est mieux de pas demander en effet. Ok. Et donc, mais je me retrouve à avoir un petit peu de temps. Et puis, de façon concomitante, un ami me propose en fait de m'investir dans un projet qui s'appelle Lazare. Lazare, c'est une maison, une colocation entre des gens de la rue et des jeunes actifs. Alors, il faut un peu oublier les schémas parce qu'on pense souvent que l'on vient essentiellement en aide aux gens de la rue, mais en fait, Hmm. ça permet aussi aux jeunes actifs Ouais, qui viennent souvent d'une bourgeoisie, en tout cas, de d'accord, comprendre d'autres réalités. Donc, on aide un peu tout le monde. Voilà, on aide un peu tout le monde. d'accord. Donc, il a fallu identifier la maison, trouver la maison, négocier avec le diocèse, puisque la maison que l'on avait, on était en rapport avec le diocèse, donc c'est une maison du diocèse en l'occurrence, un très très beau bâtiment au-dessus de Barcelone. Voilà, on récupère la maison, on doit trouver maintenant 250 000 euros pour les travaux, donc on travaille avec des gens, on fait des levées de fonds, voilà. Donc ça a pris quand Et même pas donc, mal ça a de permis de temps. donner la possibilité aux personnes démunies C'est ça, de pouvoir avoir exactement, en fait c'est ça. un logement.
Exactement. Et donc, il y a une maison qui existe actuellement déjà à Madrid, 2 maisons d'ailleurs à Madrid, et maintenant, c'est nous qui avons ouvert celle de Barcelone. Donc ça fonctionne. Ouais. Et puis, on m'a parlé de régate. On a parlé de régate aussi. Non, tu vas trop vite, Thierry. Après alors, remarque, non, pardon, autant pour moi. Donc, en effet, pour le financement de la Maison Lazare, donc on avait organisé un spectacle et aussi, on a eu l'idée, en fait, Lazare sponsorise un bateau. Lazare qui n'a rien à voir avec la banque, hein, je précise. Non, qui n'a rien à voir avec la banque, voilà, tout à fait. Sinon, ça aurait été plus facile pour trouver des financements. D'ailleurs, s'ils nous écoutent, hein, qu'ils n'hésitent pas, donc on donnera le numéro. Voilà, bien sûr. Donc Lazare sponsorise un bateau du Vendée Globe, et en fait ce bateau venait à Marseille en passant par Barcelone pour rencontrer les sponsors, faire le levée de fonds. Et donc on s'est dit, tiens, ce bateau il est à Barcelone, ce serait peut-être bien de faire quelque chose en fait. Donc on s'est dit, on va faire monter les colloques sur le bateau, et puis de fil en aiguille, on a discuté avec un monsieur ici qui s'appelle Geoffroy Bergeron, qui est une société qui organise des régates. Et il nous a dit, vous savez quoi les gars, j'adore votre idée. Mais on va faire beaucoup mieux, on va organiser une régate solidaire. Et nous, on s'est dit, waouh, mais ça, c'est canon, c'est exactement ce qu'on veut faire, en fait. Du participatif, du collectif, mais en même temps, quelque chose qui a du sens. Donc, on est allé chercher des entreprises à Barcelone, parce que c'est notre base, évidemment, mais on a ouvert à tout le monde. Et on a organisé une première régate. Donc là, j'ai plus les chiffres en tête. Pour collecter de l'argent. Pour collecter de l'argent. Et on a fait ça une deuxième année. L'année dernière, là, on est mal tombé, on a dû l'annuler. Et cette année, on repart déjà au nouveau sur ce concept. La première année, c'était pour Lazare. La deuxième année, c'était pour une deuxième association que nous avons également créée, qui est une association qui permet de mettre en relation des gens de la rue avec des entreprises qui veulent ouvrir leur bureau le soir et les week-ends. C'est des bureaux du cœur en France. Nous, on a des spécificités locales, donc on n'est pas les bureaux du cœur, mais c'est un peu le même concept. Donc, cette régate… On voit que vous êtes un passionné. Je vous coupe un peu parce que je sens à quel point vous êtes complètement dedans, mais je pense aussi que nos auditeurs ont envie un peu de découvrir maintenant la personnalité. Qu'est-ce qui amène, en tout cas, Nicolas Marty à aller vers l'aspect politique? Alors, on a compris qu'effectivement, vous étiez très engagé sur l'aspect social. Donc, aujourd'hui, voilà, vous le faites d'ailleurs, vous le faites bien savoir. Vous venez encore de communiquer et on voit à quel point vous êtes complètement impliqué là-dedans. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qui vous a amené, alors dans ce cas-là, parce que vous avez une vie passionnante, entrepreneuriale, sociale, pourquoi devenir suppléant et aller prendre éventuellement des coups dans la sphère, dans le monde politique? Un gros malentendu. J'étais à la plage avec mes enfants sur l'île d'Aix, et vous savez, le bruit, la plage, les vacances, là, au mois de juillet, un ami m'appelle, me dit… Ne répondez jamais au téléphone dans ce cas-là. Ah non, il me dit prendre suppléant. Et je comprends pas. Et je lui dis oui, c'est un cocktail qui a l'air bien. Donc, ok, oui, vas-y, fais-le. Ouais, vas-y, on y va. Et je suis devenu suppléant comme ça. Voilà. Et après, il m'a expliqué. Ah d'accord, donc on vous appelle juste quand vous êtes à l'île-Dieu et ça marche. C'est ça, exactement. Alors, l'anecdote est vraie parce qu'on m'a appelé, j'étais vraiment en vacances à l'île d'Aix. Mais par contre, on a fait pourquoi devenir suppléant? J'ai une vie engagée. Après, je suis organisé comme tout le monde. Alors, j'ai pas l'impression d'avoir énormément de temps encore à pouvoir dégager. Mais je trouve que la politique, en fait, pour moi, c'est un peu la continuité de ma vie, je dirais, d'époux, ma vie de parent d'élèves, ma vie d'entrepreneur. Je veux dire, à chaque étape de notre vie, on voit bien qu'il y a des moments qu'il y a des choses à faire. Ma vie d'époux, il y a tout l'administratif en dehors du côté évidemment sentimental. Il y a le côté administratif, organisation, tac, tac, tac. Je vais au consulat, le papier, le truc, le machin. Ma vie de père, je vois que c'est compliqué pour ma fille pour louer un appartement en France parce que en fait, ses parents n'ont pas de fiche de paye française, de déclaration d'impôt. Pour le LFB, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont compliquées. On comprend pas pourquoi il y a des grèves, on comprend pas pourquoi il y en a pas, on comprend pas. LFB, on précise, lycée français de Barcelone. Lycée français de Barcelone, c'est important de le préciser. Exactement. Et puis quand je suis avec ma plus jeune de 7 ans, Blanche, du coup, là, je suis dans des choses qui sont plus espagnoles et catalanes. Donc, je compare aussi du coup les systèmes. Et puis à un moment, ou bien je reste passif, je peux, et j'ai beaucoup de respect, j'ai aucun problème là-dessus. Ou bien je suis passif, je regarde, et puis je me dis bon, mais c'est pas grave. Ou bien à un moment, je me dis voilà quoi, il y a peut-être des choses à faire, il y a peut-être des choses à corriger. Et puis trouvons des gens qui veulent le faire. Et depuis que je suis arrivé à Barcelone, sur mon parcours, les gens que j'ai trouvés, ça a été Nathalie et Stéphane, en fait. C'est eux que j'ai rencontrés à chaque fois que j'ai voulu engager quelque chose. Il y a eu la Chambre de commerce, il y a French Tech, mais d'un point de vue politique, c'est Nathalie et Stéphane qui ont toujours été là.
qui m'ont toujours tendu la main, qui ont toujours été présents. Et donc, j'adhère à leur vision, à la fois l'action. J'aime beaucoup l'action de Nathalie et Stéphane. Ils sont très engagés, ils sont disponibles. Je sais qu'il y a un des candidats qui s'amusait à compter les emails qu'il avait envoyés. C'est ça. Bon, mais nous, on n'a pas compté les emails, mais je veux dire, aujourd'hui, on voit bien ce qui s'est fait. Nathalie, elle a une vision. On a parlé emploi ensemble. Elle a mis des choses en place. Donc, quand des gens comme ça viennent vous voir en vous disant est-ce que tu veux être suppléant, c'est compliqué de dire non quand même. Hein. Je trouve que c'est difficile. Hein. Donc c'est pour ça que ça m'a. Et puis c'est vrai que dans le passé, quand j'ai été consultant pour les politiques culturelles et touristiques des collectivités locales, bah, ça donne aussi envie cette action publique parce que c'est une action qui aide. Alors on prend des coups, c'est vrai. De toute façon, ça c'est une chose que j'ai appris et puis on le sait. Même dans la famille, c'est comme ça. Tout le monde ne peut pas être content de toutes les décisions qu'on prend. Les bolognaises, ça va pour certains. D'autres, ils ne vont pas aimer. Ben voilà. Oui, mais par contre, il faut bien faire à manger. La politique, c'est un petit peu pareil. On prend des coups. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde, mais il y a des choses à faire. Alors, Nicolas Marty, quels étaient… Alors, je pense que vous avez évidemment des engagements. Vous n'aviez pas eu d'engagement politique jusqu'à présent. Mais concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que défend Nathalie Cogia, eh bien, ce sont vos valeurs et vos convictions, en fait, qui sont quasiment identiques. Oui. D'accord. Je suis complètement aligné avec… D'abord, Nathalie, elle a un parcours très européen. Comme vous le savez, elle a travaillé en Allemagne. Elle est venue après, elle est française, habite en Allemagne. Après, elle est venue en Espagne. C'est un parcours dans lequel je me reconnais complètement. C'est bien, parce que vous pouvez parler ensemble dans plusieurs langues. Hein. C'est ça, exactement. J'ai pas encore essayé l'allemand. Mais c'est vrai que donc, je me reconnais dans son engagement européen, je me reconnais dans l'action qu'elle a menée auprès de Stéphane, je me reconnais en elle dans sa partie emploi. Là, aujourd'hui, elle veut mettre un accent sur tout ce qui est la santé mentale. Demain, France Inter fait une journée spéciale santé mentale. On voit bien que ça infuse dans le débat, que c'est compliqué, que c'est des choses qui sont compliquées. Et Nathalie, elle aborde ces questions. Et moi, je trouve ça très bien aussi d'aborder ces problématiques. Alors, quel rôle… Non, mais bien au contraire. Quel rôle pour vous, le rôle du suppléant dans le travail parlementaire et au service des Français de l'étranger? On comprend aussi que vous avez un emploi du temps qui est quand même bien chargé. Donc, comment vous allez pouvoir vous illustrer, ou en tout cas, comment vous voyez les choses? Bon, d'abord, moi, je suis à la disposition. Moi, on m'avait dit que ça ne marchait pas. Non, ça ne marchera pas. Je suis à la disposition d'abord des citoyens et de Nathalie. Donc, la première chose, dans ce rôle de député, on le voit bien au niveau de la circonscription, il y a un rôle qui est à la fois national, un rôle local. Alors, moi, je ne suis pas le premier des suppléants à vous le dire, ou ils vous le diront tous. Le député, il fait le national, et puis le suppléant, il fait le local. Bon, c'est pas vrai, en fait, parce que le député, il est dans sa circonscription, il habite là. Bon, évidemment, il fait des choses aussi locales. Moi, ma sensibilité, elle est du côté social, elle est du côté culturel, elle est du côté entrepreneurial aussi. Nathalie, elle aura d'autres tâches, d'autres centres d'intérêt. Donc, oui, les questions nationales, ça va légitimement aller vers Nathalie. Après, il y a des choses locales qui iront légitimement vers Nathalie aussi. Et puis, moi, je dirais à Nathalie, mais moi, ça m'intéresse. Puis elle me dira, écoute, voilà comment on peut travailler avec les équipes, avec les gens au Portugal, en Andorre, à Monaco, pour faire monter un petit peu la sauce. Pour filer encore la comparaison avec la cuisine. Donc, mon rôle, c'est ça, moi, c'est d'être là, d'être présent. Je suis chef d'entreprise, je suis parent, mais en même temps, on a tous les outils aujourd'hui pour Donc, vous allez pouvoir assumer la fonction pleine et entière de suppléant, vous déplacer sur l'ensemble de la circonscription. Je ne l'aurais pas accepté autrement. Ça n'aurait pas eu de sens d'être là et juste d'être là sur l'affiche. Oui. Ça n'aurait pas eu de sens. Mais par contre, une chose que je tiens à préciser, je ne vise aucun autre type de mandat. Regardez vers qui je jette un œil. Je veux dire, je ne cherche pas demain… Je ne sais pas vers qui vous jetez un œil. Un conseiller… Je ne le vois pas bien avec la caméra. Ah oui, avec la caméra, ça ne va pas. Oui, puis de toute façon, je ne regarde pas. Non, mais je ne cherche pas à être un conseiller consulaire demain. Cette élection n'est pas un marchepied pour demain avoir une nouvelle fonction. Ça m'intéresse pas. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui d'être suppléant. Si on est élu, c'est super.
Si on n'est pas élu, je verrai où le vent me porte. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un marchepied pour faire autre chose. Hein, ça, c'est certain. Ok, bon, on a bien compris. Nicolas Marty, je me dois de toute façon bien entendu de vous poser la question. En cas d'empêchement ou d'absence du député, donc en imaginant évidemment que Nathalie Cogia, la personne qui est votre tête de liste, soit élue députée, comment vous prépareriez-vous à la remplacer au pied levé? Préparer une petite valise sur le côté et puis on ne sait jamais. C'est ça, exactement. Elle est déjà prête. Hein. Bon, ça serait un peu prétentieux. Comment je me prépare? Bon, aujourd'hui, de toute façon, on n'arrive pas non plus en étant suppléant, en se levant le matin en disant la politique m'intéresse. Donc, c'est évidemment le prolongement quand même d'idées politiques, de débats avec des amis, la famille, et pas seulement le dimanche quand on coupe le poulet. C'est des discussions. Donc, moi, j'ai quand même certaines idées aussi. Sur certains points. Si Nathalie, demain, est empêchée, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai une société, on est 60 collaborateurs. J'ai directeur financier, marketing, des ventes. Il y a du monde qui m'entoure. Ça m'arrive déjà maintenant de m'absenter des semaines sans téléphone, sans ordinateur, parce que j'ai une vie privée que je tiens à conserver en famille et je ne veux pas être mangé par le travail. Donc, j'ai une société qui fonctionne et qui tourne. Et voilà. Et donc, je serai prêt demain, s'il le faut, à m'engager, à prendre ma petite valise, en effet, et puis de partir à Paris, à l'Assemblée et siéger. Et là, c'est un point important, Thierry, si je peux me permettre, siéger, mais où? Parce que j'ai entendu, oui, indépendance et tout ça. Bon, on est indépendant, mais on est quand même de Renaissance. Il faut quand même le dire. Donc, on siégera, et Nathalie siégera avec le groupe Renaissance, je siégerai avec le groupe Renaissance. Moi, je suis novice en politique, alors je m'étonne un petit peu à la manière de Candide. Je vois des choses, je me dis, ah ouais, ça fonctionne comme ça. Je vois des gens qui étaient Horizon, qui passaient RN. Je me dis, ah bon, on peut faire ce genre de choses, c'est un peu quand même le grand écart. J'entends des gens dire stop à la Macronie. Ah bah ok, bon, très bien, stop à la Macronie, vas-y, stop à la Macronie. Mais par contre, si quelqu'un qui aujourd'hui dit stop à la Macronie pense que demain, il aura la majorité absolue à l'Assemblée nationale, hein, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout compris la politique contemporaine. Hein. Je veux dire, les grands blocs tels qu'ils existaient il y a encore 10-15 ans, ça n'existera plus. Donc, quelqu'un qui dit stop à la Macronie aujourd'hui, ok, allons-y. Très bien, donc tu ne vas pas vouloir siéger avec Macron. Non, je ne veux pas, parce que Macron, on n'en veut pas. Bon, déjà, c'est des gens qui sont déjà aujourd'hui quand même au gouvernement, mais bon, on ne va pas trop polémiquer. Et ces gens-là, donc, s'ils veulent avoir la majorité, avec qui vont-ils gouverner? Ils vont aller vers le RN, hein, parce qu'il faut bien construire une majorité. Donc, en fait, si c'est stop à la Macronie sous-titré, je vais avec le RN, je pense que c'est bien que les électeurs le sachent. A contrario, si c'est stop à la Macronie, mais quand même, j'irai voir mes potes de chez Horizon et de Renaissance, parce que il va bien falloir que je constitue, comme aujourd'hui, une majorité, je pense que c'est aussi bien quand même d'éclairer les électeurs. Donc, moi, je trouve que c'est un slogan à la fois qui est un peu... où il est mensonger, où il est juste pas complet. En tout cas, moi, je suis clair. On est centre droit, centre gauche. Renaissance, c'est ça la chance. Il y a des sensibilités et on sait où on va siéger. Encore une dernière chose, quand je vois qu'il y a un candidat place publique qui va siéger avec le PS, alors qu'à côté il y a aussi un candidat PS, je trouve que il y a des choses qui sont quand même un peu surprenantes. Voilà, c'était juste Ah mais je crois que je vous ai laissé vous exprimer complètement pour quelqu'un qui ne fait pas de politique. C'est intéressant. Merci. Donc je comprends que finalement vous ayez laissé pour le moment les pâtes pour pouvoir venir justement les pâtes à la bolognaise pour pouvoir venir vous exprimer. On est d'accord que l'émission dure 2h30, hein, parce que ouais, c'est bien ça. Non, mais par contre, j'attends de recevoir évidemment la recette, mais peut-être pas que la recette pour les pâtes, mais aussi la recette politique, parce que finalement, je trouve que vous avez pas mal dans l'ajustement avec les différentes sauces politiques. Je crois que vous avez pas mal une réflexion. Moi, en tout cas, quel message souhaiteriez-vous adresser pour finir aux électeurs pour qu'ils comprennent l'importance du duo député-suppléant? Je ne sais même pas finalement si cette question mérite d'être posée après ce que vous venez de me dire. Si, c'est important parce que comment fonctionne ce duo? Bon, c'est un duo qui doit fonctionner. Nathalie, je la connais depuis des années. Je ne l'ai pas rencontrée au mois de juillet comme un candidat racontait comme un suppléant racontait à propos de la personne. On se connaît, voilà. Donc, il faut qu'il y ait quand même une alchimie. Il faut que ça fonctionne, les choses. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a un autre élément que je trouve important, c'est l'aspect géographique. Moi, j'ai entendu dire, oui, mais alors voilà, moi, je suis au Portugal. Alors, du coup, vous comprenez, c'est important que je sois au Portugal. D'abord, bon, le Portugal, c'est grand.
hein. Il y a l'Algarve, il y a Porto, il y a Lisbonne. Bon, donc c'est un peu une blague de dire moi je suis au Portugal, donc le Portugal. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis au Portugal, je ne m'occupe pas de l'Andorre. Si je suis à Monaco, je ne vais pas m'occuper de Séville. C'est quoi l'histoire? Donc je pense qu'il faut comprendre que géographiquement, quelqu'un qui est à Barcelone comme moi je suis, et Nathalie qui est à Madrid, en fait, nous, on est transversaux. En fait, nous, on s'occupe de projets, on ne s'occupe pas de territoire, on s'occupe de la circonscription. Moi, si demain, et j'adorerais, si demain quelqu'un vient me voir en me disant, vous savez quoi, j'ai été visiter Malaga, j'ai été voir le musée d'art contemporain. C'était super, Pompidou, j'ai adoré. Je voudrais qu'on fasse la même chose à Porto. Ben, ça veut dire quoi en fait? Moi, je suis à Barcelone, je vais dire non, mais moi, je ne m'en occupe pas, vous comprenez, je suis en Catalogne, c'est pas mon truc. Non. Donc, nous, on est là, et ça, je pense que c'est vraiment important de le dire. Cette histoire de duo, elle est transversale. Et de se dire, moi, je suis basé ici et je travaille ici, et lui, il est là et il travaillera là, pour moi, c'est une erreur. On est transversaux. Et demain, si on doit travailler sur les consulats, on travaillera autant sur les consulats d'Andorre. Donc, ça, pour que la compréhension Merci. Je crois qu'on a bien compris. Merci beaucoup, non. en tout cas. Il y a encore un point quand même, Thierry. Allez, un dernier point. Le temps nous est compté. Allez. Pardon, je n'avais pas saisi. Un dernier point quand même. Moi, j'aime bien cette campagne. Je trouve ça intéressant. C'est une première campagne. Je vois des gens qui font plein de promesses. Moi, je ferai, moi, ci, moi, ça. Je pense que les électeurs doivent se souvenir d'une chose. Aujourd'hui, il n'y a qu'une liste qui a un bilan, c'est la liste de Nathalie, pardon, je vais dire Nicolas Nathalie parce que ça commence par la même lettre. Nathalie Nicolas. Nathalie, à travers son job de suppléant avec Stéphane. Alors, j'ai plus le temps de dire tout ce qu'a fait Stéphane et Nathalie auparavant, mais ils ont fait tellement de choses. Eux, ils ont un bilan. Donc aujourd'hui, si on veut voter pour quelqu'un qui fera des choses et dont on est certain qu'il le fera, je pense que c'est vers Nathalie qu'il faut voter. C'est tout. Les autres, c'est que du blabla. Peut-être qu'ils ont raison, mais honnêtement, peut-être pas. Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas. Je vais vous appeler Nathalie, vous voyez, à force de me le dire. Vous m'avez dit, ça commence par les. Voilà, donc, décidément, ce n'est plus une interview sérieuse. Bon, Nicolas Marty, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous votre parcours, votre vision. Je rappelle que ces échanges avec les suppléants complètent ceux que nous avons eus avec les candidats et permettent de mieux comprendre la dynamique de duo, député-suppléant, ainsi que l'importance de votre rôle si votre binôme, bien entendu, est élu. Je rappelle aussi à nos auditeurs et spectateurs que le vote électronique va se fermer là à l'instant et que le vote à l'urne aura lieu le 28 septembre. C'est ça, pour le premier tour, dimanche prochain. Voilà, votre participation est essentielle pour faire vivre la démocratie et représenter au mieux la communauté des Français de l'étranger. Un grand merci, bien entendu, à nos partenaires et sponsors que vous ne connaissez pas encore, mais quand viendrez au Portugal, vous avez la chance de les rencontrer. Cafim au Portugal et Opticalia Campo de Ourique à Lisbonne, qui nous ont permis de réaliser ces émissions dans les meilleures conditions. Je rappelle que les sponsors associés à ces émissions sont totalement indépendants des candidats et ne participent en aucune manière à leur financement électoral. Leur soutien financier a pour seul objet de permettre la production de ces programmes et de contribuer à la vitalité du débat démocratique. Et pour finir, je dirais que cet entretien fait partie d'une série consacrée à tous les candidats de la 5e circonscription afin que chaque électeur puisse comparer et se faire sa propre opinion avant le scrutin. Merci à vous, auditeurs, pour votre fidélité. Retrouvez tous nos épisodes sur Spotify, Deezer, YouTube et sur les réseaux sociaux. Et je vous laisserai le mot de la fin. Et surtout, n'oubliez pas d'aller manger, voter. Voilà, vous pouvez faire les deux. N'allez pas forcément faire les deux choses en même temps parce que vous risquez de mettre une tâche sur le bulletin de vote et dans ce cas-là, votre vote serait considéré comme nul. Voilà, parce que la tâche sur un bulletin n'est pas valide. Après, rien ne vous empêche de faire un super déjeuner et d'aller voter. Voilà, ou d'aller voter et de faire un super déjeuner. Et si même vous voulez, vous appelez Nicolas Marty, vous lui demandez sa recette ou ses recettes. Il sera ravi de pouvoir vous les partager. Voilà. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci de le dire et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines interviews et débats. Et vous pouvez également retrouver le replay de cette émission et celle des candidats sur notre chaîne. Encore merci pour votre présence, Nicolas Marty. Et comme je le dis à chaque invité, bonne chance pour la suite de cette campagne. Merci bien pour ces mots. Au revoir. Au revoir.